BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi toute l'actualité Web3. On débat avec les meilleurs experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Tellier. Bonjour Louis. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à The Big Whale et on est aussi à distance en Skype avec Rémi Bourgeot. Bonjour Rémi. Bonjour Amaury. Vous êtes économiste et chercheur associé à l'IRIS. On parlera de monnaie numérique de banque centrale dans un instant avec vous. Mais d'abord, on passera tout de suite faire un tour sur le marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Oui, bonjour Amaury. Valentin, ça fait quand même plusieurs jours que le Bitcoin latéralise autour des 26 000 $. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut s'inquiéter techniquement? Oui, c'est un peu comme sur les autres marchés d'actifs risqués de manière générale. On a une phase d'hésitation. Sur le marché crypto, ça s'est matérialisé par des belles prises de bénéfices. Je rappelle quand même qu'on était allé à 30 000, 31 000 même sur le Bitcoin et 2 000 $ sur l'Ethereum pendant l'été mi-juillet. Donc, elle se matérialise par des prises de bénéfices et on s'est fait un petit peu peur en revenant sur des niveaux de support majeurs. Là, ça va un petit peu mieux parce qu'on prend des distances techniquement avec ces niveaux-là. Pour ce qui est du Bitcoin, donc le support en question était aux 25 000, on est actuellement à 26 443. Donc, tant que pour moi, on dépassait les plus hauts hebdomadaires, à savoir les 25 500, c'était plutôt un sentiment acheteur techniquement. Donc là, c'est plutôt de bonne augure sur le Bitcoin par rapport à il y a quelques séances. Merci beaucoup Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On surveillera ça de très près et on te retrouve jeudi prochain. Merci Valentin, bonne journée. Bonne journée Amaury. Louis Tellier, Binance, voilà, c'était déjà une année difficile pour la plus grande plateforme d'échange crypto mondiale. Et on apprend cette semaine une nouvelle vague de licenciements dans la branche américaine, Binance US. On parle de plus de 100 personnes, un tiers des effectifs, et le départ de son PDG, Brian Schroeder, en poste depuis 2 ans. Selon Binance, ce serait la SEC, le gendarme financier américain, qui a poursuivi Binance US en juin, qui n'y serait pas pour rien. Qu'en est-il réellement? Et déjà, pour commencer, que reproche la SEC à Binance? Alors, effectivement, la défense du PDG de Binance et plus largement peut-être de Binance US et donc de Binance Monde, c'est de dire que la SEC a des positions trop fermées sur les cryptos en ce moment. Alors, comme vous avez pu le suivre certainement, il y a eu beaucoup d'attaques de la SEC. Alors, ça peut être considéré comme des attaques. La SEC dit que c'est une régulation, puisqu'on a encore entendu Gary Gensler, qui dirige donc le sort de gendarme boursier américain, dire, donc c'était en fin de semaine dernière, effectivement, qu'il y avait énormément d'irrégularités, que la crypto aujourd'hui était trop, n'était pas assez régulé pour que justement on puisse l'intégrer vraiment dans le système financier et que la SEC puisse totalement faire confiance à l'ensemble du secteur et de surcroît à Binance. Donc, qu'est-ce qui concerne Binance? En fait, cet été, la SEC, donc qui est le gendarme boursier américain, et la CFTC, donc qui est l'autre grande agence qui supervise les marchés aux États-Unis, ont donc publié des plaintes civiles. Donc, c'est important, des plaintes civiles à l'encontre donc du groupe Binance et de son PDG, donc Changpeng Zhao. Et dans ces plaintes, en gros, il reproche à Binance, en fait, de ne pas avoir, que l'entité, Binance US ne soit pas indépendante du groupe Binance. En fait, Binance, pour pouvoir opérer aux États-Unis, devait respecter des règles américaines très claires, et c'est pour ça qu'ils ont créé Binance US, qui normalement, une nouvelle fois, devait être indépendante de Binance Monde. Donc, pouvoir se plier spécifiquement à la régulation américaine. Exactement, et surtout pour que les fonds des utilisateurs américains restent chez Binance US et en fait ne soient pas mélangés avec les restes des actifs dans le monde. Donc, ségrégation des fonds. Exactement, et en fait ça permettrait, si jamais il y a un problème, que le régulateur puisse saisir les fonds et bien contrôler ce qui se passe chez Binance. Et selon donc la SEC, en tout cas, il n'y avait pas du tout de ségrégation. Dans les plaintes, il est même évoqué que Binance US en fait était juste une sorte de coquille, une sorte de subterfuge justement pour permettre à Binance d'opérer. Et effectivement, en fait, la crainte chez Binance, et beaucoup d'experts redoutent, ou en tout cas tablent dessus, c'est l'imminence d'un procès. Parce que parallèlement à ces deux plaintes civiles, donc de la CFTC et de la SEC, il y a également, et ça c'était révélé par Reuters, il y a également une enquête
du DOJ, c'est le ministère de la Justice américaine. Donc là, on passe quand même à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On parle quand même, selon Reuters, le ministère aurait déjà assez d'éléments pour gravement inculper Binance. Donc on parle notamment de blanchiment d'argent, de transfert sans licence et puis surtout de contournement d'embargo américain. Donc ça, c'est effectivement très très grave. Une nouvelle fois, ça, ce sont des informations de Reuters. C'est des informations qu'on peut lire entre les lignes dans les plaintes civiles de la SEC et de la CFTC. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des cuts et pourquoi est-ce que le PDG s'en va? C'est certainement justement parce que déjà Binance peut très mal opérer aux États-Unis maintenant. La part de marché a littéralement chuté en fait depuis la publication de ces plaintes, tout simplement parce que les fonds s'en vont et que Binance n'a quasiment plus aucun moyen d'action aux États-Unis. Donc, ce qui explique le départ du PDG et ce qui peut expliquer aussi la coupe très franche dans les emplois. Un tiers des effectifs, c'est énorme. Alors après, un tiers des effectifs, ça peut aussi être lié aux conditions de marché qui sont, on a des volumes qui sont globalement extrêmement bas, qui sont essentiellement drivés donc par les institutionnels et plus trop par les retail, donc les clients particuliers, comme par exemple comme vous et moi. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui peut expliquer ces cuts. Quand même, en tant qu'observateur, quand on voit donc le PDG et plus largement Binance US et Binance dire que ce n'est que de la faute de la SEC, ça, il faudra attendre parce qu'effectivement, les accusations à l'encontre de Binance Monde sont assez graves de la part de la SEC, de la CFTC et, selon, une nouvelle fois, je le dis, les informations de Reuters, des potentielles inculpations, de chefs d'inculpation qui seraient très très graves de la part du ministère de la Justice américaine. Voilà, les gendarmes financiers américains, ils vont très très fort sur Binance. Honnêtement, est-ce qu'il y a le même traitement pour toutes les plateformes ou alors c'est un peu différent? On sait que Coinbase s'est fait attaquer aussi. Est-ce qu'elle s'est fait attaquer par exemple de la même manière ou alors il y a un traitement particulièrement dur réservé à Binance US en l'occurrence? Alors, après, ça dépend puisque effectivement, les accusations sont beaucoup plus lourdes pour Binance. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que en gros, au départ, Binance se vendait comme une entreprise, on va dire, monde, global. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous vivez donc dans un monde avec des juridictions, avec des régulations différentes, et que effectivement, vous devez, si vous voulez vous institutionnaliser, donc c'est-à-dire un peu plus, vous installer dans des pays, dans des zones géographiques, Créer vous devez des sous-entités qui vont. Exactement, Ouais. c'est tout le sens des filiales qui sont créées. Et pendant longtemps, donc globalement de 2018 à 2021, c'est notamment sur cette période-là que porte l'enquête du ministère de la Justice. Effectivement, en fait, Binance est accusé de ne pas avoir assez mis en place de choses pour connaître leurs clients, pas avoir mis assez de choses en place pour surveiller qui faisait quoi au sein de la plateforme. Donc, dans les accusations, on retrouve ça. Dans les autres accusations, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Amaury, la SEC et la CFTC ont également, ou en tout cas la SEC a également déposé une plainte civile à l'encontre de Coinbase, mais la plainte civile, enfin, les chefs d'accusation, ou en tout cas les accusations qui sont dedans, sont absolument pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup moins graves que celles de Binance, parce que Coinbase, qui maintenant a plus de 10 ans d'existence, a toujours clamé haut et fort, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et a toujours placé la régulation au cœur de son activité. C'est-à-dire que sur le papier, on peut se dire que Coinbase était un peu moins sexy que Binance parce que il s'efforçait, ou en tout cas c'est ce qu'il disait, il s'efforçait de beaucoup plus respecter la régulation, d'anticiper surtout la régulation. Et effectivement, quand vous allez sur Coinbase, vous avez des frais beaucoup plus importants, mais que Coinbase justifie justement parce que il se plie beaucoup plus à la régulation et que se plier à la régulation, ça coûte cher. Ça coûte cher, effectivement. Et d'ailleurs, ils avaient répondu assez habilement, voilà, à ces accusations de la SEC. Je parle de Coinbase en publiant une vidéo, je crois, qui durait une petite minute, où ils expliquaient que ils n'avaient fait aucun manquement, pour l'instant en tout cas, à la loi. Peut-être aussi revenir là-dessus parce que. En fait, si vous voulez, la défense de Coinbase, c'est de dire, nous, on veut être régulé. On veut être régulé, ça fait quelques années maintenant qu'on multiplie les rendez-vous avec la SEC. Mais on n'a pas les infos. On n'a pas les infos, mais en fait, quelque part, et ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, vous n'avez pas de cadre réglementaire comme on a en Europe. Donc, la conséquence de ça, c'est que techniquement, évidemment, il existe des lois pour en dernier ressort, mais il n'y a pas de loi spécifique pour les cryptos. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, si la SEC, et c'est la ligne de défense de la SEC, si la SEC, elle, ne fait pas appliquer la loi, mais qui est très mal adaptée, donc c'est-à-dire obliger les plateformes à s'enregistrer comme dans le monde classique, effectivement, en fait, ces plateformes-là
pour développer la crypto ne peuvent pas rentrer dans la case. Donc en fait, aujourd'hui, par un blocage notamment politique, vous avez un blocage politique qui empêche l'émergence d'un cadre clair adapté aux cryptos. Et donc, par conséquent, la SEC est obligée d'appliquer des lois qui sont complètement inadaptées. Et la défense de Coinbase, c'est de dire, nous, on propose des choses, mais ça, techniquement, quand on regarde la loi, c'est pas forcément valable. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on se dirige très certainement vers un contentieux, c'est-à-dire un procès entre Coinbase et la SEC. Et après, on verra ce que les juges, les conclusions de ce procès qui peut-être feront avancer, au-delà de la seule élection américaine, feront avancer justement l'émergence de ce cadre par un déblocage politique. Et pour finir très rapidement là-dessus, Binance au global aujourd'hui, en quelle santé est Binance aujourd'hui? En fait, Binance, c'est malgré tout, c'est la plateforme qui est partout. C'est la plateforme la plus populaire du monde. On parle de plus de 120 millions d'utilisateurs. Donc c'est gargantuesque, j'ai envie de dire. C'est vraiment gigantesque à l'échelle de la crypto. Donc aujourd'hui, Binance, c'est une machine à cash. Quoi qu'on le dise, de toute façon, ils ont un produit technologique et un carnet d'ordre qui est jugé par beaucoup d'experts comme le meilleur. Les frais sont très peu élevés parce qu'ils font énormément de volume. Donc aujourd'hui, j'ai pas accès au compte, mais quand on regarde en tout cas les volumes qui sont toujours sur Binance, on peut dire que Binance n'est pas en danger, si c'est ça la question. Mais aujourd'hui, ce qui bloque un peu partout dans le monde, c'est effectivement la situation américaine, parce que s'il y a un procès et que Binance sort très affaibli de ce procès, les autres régulateurs n'auront pas envie un petit peu de voir leur réputation ternie. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup de juridictions importantes, c'est un petit peu bloqué, quoi. Donc Binance joue gros aux États-Unis, on va suivre ça Binance de très près. Très très gros, ouais. Et tout de suite, on parle des monnaies numériques de banque centrale, avec Rémi Bourgeot. Rebonjour Rémi. Ouais. On va voir si les monnaies numériques de banque centrale vont permettre d'aller vers une dédollarisation des BRICS. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Voilà ces grandes puissances émergentes qui se réunissent en sommet annuel. D'ailleurs, lors de leur dernier sommet qui avait lieu fin août, il y a un projet de monnaie commune qui a été évoqué. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce qu'il peut menacer l'hégémonie du dollar? Alors justement, ce projet a été évoqué, mais bon, de façon un peu subliminale ou pas tout à fait concrète. En tout cas, ça n'a pas été pris au sérieux à juste titre, parce qu'évidemment, ces pays sont extrêmement différents, aussi bien du point de vue économique que du système politique. Donc une monnaie commune ne serait pas véritablement gérable, n'aurait pas vraiment de sens économique ni politique. Pour autant, se pose vraiment la question d'alternatives à l'utilisation du dollar. Bon, c'est un thème récurrent, mais aujourd'hui, on voit effectivement que certaines architectures faisant appel aux monnaies numériques de banque centrale pourraient aller dans ce sens-là. On a déjà entre ces grands pays, d'ailleurs dont le groupe a été élargi lors du dernier sommet, on a déjà des accords pour pouvoir commercer dans leur monnaie locale, leur monnaie respectives, mais souvent on a un problème de plateforme technique, un problème surtout aussi de confiance. Les différents partenaires ne veulent pas forcément de la monnaie de l'autre pays. Une entreprise brésilienne qui vend à la Chine ne peut pas forcément évidemment être payée en yuan ou changerait. Donc vous ne croyez pas à une seule et même monnaie numérique unique aux BRICS en tout cas? Non, voilà, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. En réalité, ça a été comme ça un thème qui a été évoqué. Mais par contre, ce qui est sérieux, c'est plutôt de mettre en place des plateformes d'échange, des plateformes de paiement internationaux à l'aide de monnaie numérique. Donc ça c'est plus sérieux. C'est pas forcément lié simplement au BRICS. Bon, la Banque des règlements internationaux qui met en avant des travaux intéressants sur ce sujet des monnaies numériques de banque centrale, a fait même des sortes d'expérimentations nature à Hong Kong, entre la Chine, Hong Kong et la Thaïlande aussi, je crois. Donc, c'est un sujet vraiment porteur. Il s'agit de nouvelles architectures de paiement. Donc, il y a un aspect technique, mais aussi pour les pays émergents, il y a quelque chose d'assez concret pour contourner le système actuel et effectivement pouvoir échanger davantage dans leur propre devise.
Parce que on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas que les BRICS qui se posent la question de potentiellement créer une monnaie digitale, une monnaie numérique de banque centrale. Il y a aussi des pays comme la Chine, comme la Russie, qui sont plutôt en avance. Comment est-ce que ces monnaies-là pourraient, je dis bien pourraient, aider à contourner certaines sanctions internationales? Oui, alors c'est du coup au cœur aussi des échanges entre les BRICS. Donc on a une situation évidemment très spéciale avec le cas de la Russie qui n'était pas tellement en avance sur sa monnaie digitale, mais qui évidemment a accéléré ses projets pour contourner les sanctions. Les plateformes, les mécanismes alternatifs, par exemple au système SWIFT, ne sont pas très efficaces et coûtent cher. Donc là, il pourrait s'agir justement d'utiliser les monnaies numériques de banque centrale pour les grands échanges internationaux avec une plateforme vraiment alternative. Donc l'idée, évidemment, dans laquelle la Russie, la Chine, qui est quand même souvent soumise indirectement au spectre des sanctions, c'est de pouvoir contourner ces sanctions. Pour autant, les sanctions aussi se sont adaptées à cette propre adaptation au contournement du dollar, puisque la formulation des sanctions a énormément changé ces dernières années. On l'avait vu dans le cas en particulier de l'Iran. Il s'agit plus simplement des échanges en dollars, mais simplement des échanges tout court. Donc les États-Unis, l'Union européenne aussi s'adaptent à l'évolution même du contournement des sanctions. Mais pour autant, on a véritablement des mécanismes, des plateformes alternatives qui se développent, mais qui sont aussi intéressantes en fait pour d'autres pays, notamment pour les pays développés. En Europe, on a une approche assez différente, mais finalement, en Europe, on est réticent à vraiment aller loin dans les monnaies numériques de banque centrale et du coup, on parle plutôt d'un usage entre banques et finalement, ce serait plutôt une réforme technique du système interbancaire. Donc, les problématiques se rejoignent tout de même, même si, bon, effectivement, dans le contexte de sanctions et de volonté de dédollarisation des BRICS, c'est plus palpable, disons. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit, en tout cas, on a l'impression que les pays émergents sont beaucoup plus en avance que nous, par exemple, en tout cas dans l'Union européenne, sur ces projets de monnaie numérique de banque centrale. S'ils sont en avance, ils sont en avance sur quoi? C'est dans l'adoption par la population, dans l'utilisation potentielle dans des paiements internationaux? Oui, alors tout le monde en est quand même à peu près, bon, on a des exemples plus concrets, mais tout le monde en est quand même au stade de la mise enfin de la conception avant même de l'expérimentation dans la plupart des cas. Donc rien n'est finalement extrêmement avancé, mais on voit, c'est vrai, dans les pays développés, d'importantes réticences, notamment de la part du secteur bancaire qui ne veut pas Se faire forcément des de cette intermédiaires. voilà, se faire contourner, perdre son rôle central dans la création monétaire, dans les paiements. Donc le secteur bancaire ne veut pas être court-circuité par les monnaies numériques de banque centrale. Et évidemment, quand on n'a pas un autre intérêt fort, un agenda majeur qui dépasse cette question-là des intérêts du secteur bancaire, du coup, on se retrouve un petit peu bloqué. C'est un peu l'entre-deux dans lequel se retrouve l'Europe, qui a des projets au niveau de la BCE qui sont très intéressants, avec une réflexion avancée, notamment sur le plan technique, mais finalement, on veut limiter les choses. Il n'est pas tellement souhaité que ça serve d'échange entre citoyens, enfin, pour les paiements de tous les jours. Enfin, on voit une certaine une certaine hésitation sur ce plan-là. Mais ce serait plutôt du coup une sorte de réforme du système interbancaire que j'évoquais en lieu du système Target, par exemple. Donc on s'oriente plutôt vers ça, c'est le wholesale, c'est-à-dire voilà, comme l'offre de gros de paiement par rapport au retail, donc la monnaie pour tous les jours. Et dans les pays émergents, bon, effectivement, la perspective est un peu différente, notamment si on regarde les pays les moins bancarisés, les moins développés par les pays émergents, où là, on peut d'un coup, avec des technologies qui sont même assez simples, avec ces monnaies numériques, donner accès aux paiements dématérialisés à d'énormes parts de la population. Donc là, c'est effectivement palpable, ça peut vraiment aider
à l'inclusion économique, au développement de ces pays, à leur modernisation. Et ensuite aussi se pose du coup la question de ces grands paiements internationaux, les échanges plus institutionnels. Et là, on a toutes sortes d'intérêts. Bon, on parlait des sanctions, de la dédollarisation, des agendas politiques, voilà, plus ou moins controversés. Mais on voit que, en tout cas, les monnaies numériques de banque centrale ont une part d'abstraction, mais finalement aussi sont des outils qui vont servir très concrètement. On voit que l'outil est quelque part disponible, qu'il peut être mis en œuvre. C'est le travail de la Banque des règlements internationaux, notamment de montrer ça avec dans son jargon qui explique que ça y est, c'est clairement sur la table et on voit que les pays s'approprient le sujet de façon assez diverse, mais ça y est, ces monnaies numériques sont en train Oui, ça dépend de la d'émerger politique de chaque pays, etc. On voit que, voilà, effectivement. un peu comme par hasard, la Chine est particulièrement en avance là-dessus, en tout cas. Et on voit qu'en Europe, pour l'instant, nous, on traîne un peu des pieds. Ce ne serait pas avant 2027, avec un plafond pour éviter de désintermédier les banques pour l'instant au maximum. Louis Tellier, vous vouliez réagir à tout ça? Bah, alors après, la Chine, on ne sait pas trop. Effectivement, ok, ils ont fait des annonces, très bien. Mais alors moi, cet été, je suis allé en Chine et pour le moment, le yuan numérique, donc le yuan, est pas du tout présent au niveau des particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous payez que donc via Alibaba. Il n'est pas forcément effectif. Via Ils ont WeChat. beaucoup travaillé dessus, quoi. Oui, alors ils ont beaucoup travaillé dessus, mais nous aussi on travaille beaucoup dessus. Sauf que nous, effectivement, comme il a été souligné juste avant, on n'en a pas forcément besoin dans l'immédiat. Par contre, effectivement, la BCE ou les instances européennes, les responsables européens souhaitent travailler sur une monnaie numérique de banque centrale, surtout, et ça ils aiment pas trop le dire, même en call de brief aux journalistes ou même aux économistes, enfin tous ceux qui sont susceptibles de travailler dessus. En fait, c'est surtout en réaction à l'émergence des cryptos. Et les offres de paiement crypto se développent, donc via les blockchains publiques, via Ethereum, via les Layer 2, enfin toute l'infrastructure. Et en fait, on se rend bien compte que depuis Libra, ou en tout cas c'était la grosse peur, donc Libra c'était le stablecoin de Facebook, depuis cette période-là, en fait les instances européennes ont quand même une peur bleue de perdre le contrôle de la monnaie, ce qui est quand même pas faux, parce que vous imaginez Facebook, donc maintenant Meta, imaginez Facebook avoir donc son stablecoin. Je rappelle, un stablecoin c'est en gros une monnaie, enfin une crypto stable qui est adossée à une monnaie donc qui a cours légal, donc comme l'euro ou le dollar. La majorité aujourd'hui des cryptos ou des stablecoins sont des dollars. Donc, en fait, vous voyez bien la puissance que ça peut avoir et vous voyez bien peut-être la perte d'influence potentielle. Et je voulais peut-être revenir aussi sur autre chose, c'est que une monnaie numérique de banque centrale, c'est pas forcément une blockchain. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on se dirige vers des systèmes blockchain, ça peut être du paiement instantané, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour les BRICS, notamment parce que je rappelle aussi autre chose, c'est que la majorité des stablecoins, donc ce qui peut se rapprocher, on va dire peut-être d'une monnaie numérique quelque part de banque centrale. C'est pas banque centrale, mais ce sont des stablecoins, mais c'est le même principe. En fait, là, on s'aperçoit que la quasi-totalité des stablecoins, c'est du dollar. Donc une nouvelle fois, effectivement, les monnaies numériques de banque centrale peuvent servir à contourner les sanctions, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, le dollar, malgré tout ce qui se passe avec les États-Unis, reste la monnaie la plus sûre. Aujourd'hui, partout dans le monde, vous avez de l'euro ou du dollar. L'euro sera pas forcément accepté partout, mais le dollar sera absolument accepté partout. Tout le monde connaît le billet vert. Le dollar a pris une avance considérable. Alors, effectivement, il faut jamais dire pour le moment, mais le dollar est quand même solidement installé. Donc, effectivement, les monnaies numériques de banque centrale, c'est un petit peu un serpent de mer qui revient peut-être depuis 2-3 ans. Les BRICS en parlent, effectivement, ça peut être une initiative intéressante, mais pour le moment, sauf annonce surprise, on est quand même assez loin que ce sujet se concrétise. Messieurs, on doit s'arrêter là, on arrive au bout du timing. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci Rémi, bonne journée. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. À très vite. Pour info, demain, vous retrouvez les pros des cryptos, non pas à 14h, mais à 15h en direct à la radio et à la télévision. Changement d'horaire, on décale d'1 heure. Et pareil, nous, on se retrouvera lundi à partir de 15h en direct à la radio et à la télévision. Notez bien, ce n'est plus 14h, mais 15h. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.